Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici le sommaire. Ce 7 septembre est la date retenue par les Nations Unies pour encourager le combat pour la protection de la couche d'ozone. L'objectif étant la sauvegarde de la planète Terre contre les menaces qui pèsent sur la couche d'ozone. L'émergence des villes passe par la modernisation d'infrastructures qui permettent à l'économie de prospérer. Les Béninois rêvent d'avoir des villes modernes à l'image des grandes villes de l'Hexagone. Comment y parvenir? On en parle dans le 12h45. Aujourd'hui, 7 septembre, c'est la journée choisie par les Nations Unies en souvenir du protocole de Montréal, signé en 1987. Un protocole qui entend résoudre le problème de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette couche constitue une barrière protectrice qui retient la Terre des rayons ultraviolets émis par le Soleil. En cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone, on s'intéresse à l'importance de cette couche indispensable pour la vie. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Les Béninois rêvent de voir les villes du Bénin telles que Cotonou, Parakou, Porto Novo ou encore Nati Tengou à l'image des grandes villes du monde entier. Ils n'hésitent donc pas à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Mais selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être, notamment quand on s'en tient, quand on se réfère à l'origine de cette ville. Est-il alors possible de moderniser les villes béninoises? Élément de réponse dans ce reportage signé Nadège Omolade Sani.
Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent et tout ça. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices, il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. Faire de la consommation locale un appui confortable pour l'économie nationale, c'est l'ambition de plusieurs pays africains. L'Afrique doit pouvoir proposer et consommer ses propres produits. L'essor du continent en dépend. Adama Kounou est un entrepreneur et nous parle de la consommation locale dans cet extrait. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis les indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc,
consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. À l'université de Lomé, des essais cliniques ont démarré sur les humains à partir de phytomédicaments. C'est une annonce qui intervient 3 mois après la mise en place de la commission ad hoc de scientifiques de haut niveau. Les tests en cours vont prouver si les molécules issues des plantes utilisées peuvent agir sur l'immunité de l'organisme des patients infectés par la Covid-19. L'université de Lomé passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre la Covid-19. Elle annonce des essais cliniques sur les humains à partir de phytomédicaments qu'elle a développés. La commission ad hoc de scientifiques de haut niveau cumul a eu l'aval du Comité national de bioéthique pour passer aux tests cliniques. L'essai aura pour finalité d'affirmer ou d'infirmer si les molécules provenant des plantes peuvent améliorer le pronostic vital des patients infectés par le nouveau coronavirus. Ce que nous allons faire, c'est ce qu'on appelle un essai randomisé, c'est-à-dire que la distribution du traitement sera faite par tirage au sort et nous allons évaluer 4 médicaments que nous allons comparer par rapport à un traitement de référence qui est le traitement qu'on administre actuellement, qui est à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. L'idée, c'est de recruter environ 250 patients, dont 50 par bras, c'est-à-dire par type de traitement qui seront choisis. Et nous ne prétendons pas que nous allons guérir avec les phytomédicaments de la Covid-19. Est-ce que cela peut permettre de réduire le délai d'hospitalisation ou de réduire le délai de contagion? C'est ce que nous essayerons de montrer. L'université de Lomé veut être beaucoup plus présente au cœur de la société. Elle œuvre à apporter constamment des solutions aux divers maux qui minent la cité. Sommes-nous de vrais universitaires quand nous sommes dans l'incapacité d'assurer nos charges statutaires? Sommes-nous de vrais universitaires capables d'impacter le développement de notre pays quand nous formons à la vérité une armée mexicaine de gradés et qui n'ont aucun projet d'avenir pour le développement de nos universités et de nos États? Ces questions, loin d'être provocatrices, nous ramènent à nos dures réalités. Je nous souhaite beaucoup d'aventures scientifiques qui seront déterminantes pour le changement tant espéré au profit de notre République et de l'humanité. Les résultats de formulation de molécules actives à base des plantes sont la résultante de la collaboration entre la recherche scientifique et la phytothérapie. Ces résultats illustrent l'engagement de l'Université de Lomé à performer davantage dans le domaine de la recherche. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.